Alors, on revient dans cette vidéo pour clôturer la seconde partie du chapitre 3 qui est la cryptographie classique. On va passer maintenant vers la mécanisation de la cryptographie. Qu'est-ce que je veux dire par mécanisation? C'est-à-dire que la mécanique entre en jeu, c'est-à-dire que ça essaie d'automatiser les processus de chiffrement et de déchiffrement. Donc, cette mécanisation-là, elle a vu le jour dans la période d'entre-deux guerres, c'est-à-dire entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire entre 1918 et 1939. Donc, durant cette période, on voit le début de la mécanisation de la cryptographie. Il y a eu des outils mécaniques comme des machines électromécaniques qui ont été mises au point. C'est-à-dire que maintenant, on a pensé à mettre au point des machines pour pouvoir chiffrer et déchiffrer. Donc, c'est plus la feuille et le stylo. Ça repose toujours sur des lettres. Donc, on n'est pas au point, on n'est pas encore à la cryptographie moderne, on est toujours dans la cryptographie classique, mais là, on essaye quand même d'automatiser les processus en utilisant des machines mécaniques. Ces machines mécaniques, elles reposent sur le concept de rotor. Donc, comme vous voyez dans l'image, voici l'illustration de trois rotors. Ça, c'est un rotor, ça, c'est un deuxième, et ça, c'est un troisième. Le rotor, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une correspondance entre une lettre et une autre. Donc, R correspond à H, et là, H va correspondre à A. Donc, dans le tout, R va correspondre à ce qu'il y a en sortie ici. Donc, on ne le voit pas. Un rotor, le principe aussi, c'est que à chaque fois qu'on chiffre, il tourne. Donc, le rotor, c'est un dispositif qui permet de bouger. Il n'est pas statique. Voilà. Donc, les machines qui vont permettre d'automatiser les processus de cryptographie sont à base de rotor. Donc ça permet, comme j'ai dit, d'automatiser les chiffrements classiques, comme Wigner par exemple. Puisque ça permet d'automatiser, donc ça permet d'utiliser des clés gigantesques, voire centaines de millions de lettres. Donc on n'est plus dans le cas de petites lettres ou de phrases, fortune par exemple, comme on l'a vu dans la précédente vidéo. Mais là c'est des clés qui sont gigantesques. Donc ça va jusqu'à des centaines de millions de lettres. C'est quelque chose d'inimaginable, mais c'est la machine qui va faire tous les calculs nécessaires. On a dit que c'est des machines à rotor, c'est-à-dire que un des composants majeurs de ces machines sont les rotors. Un rotor, c'est un dispositif qui contient un câblage interne qui transforme la lettre entrée en une autre. Comme ici, S devient un I, T devient un J, etc. Donc, si on utilise un seul rotor, on aura uniquement une seule correspondance, donc ça sera plus facile à casser. Mais si on met au point plusieurs rotors, donc on aura plus de possibilités. Si on a plus de possibilités, on a encore plus de complexité pour casser la machine. Alors, comme j'ai dit, ces machines à rotor-là, elles étaient utilisées dans la période de la Première et la Seconde Guerre mondiale. Durant cette période, le monde entier était en guerre. Il y avait les nazis et les alliés. Par exemple, durant la Seconde Guerre mondiale, il y avait les Allemands, sous le règne d'Hitler, qui voulaient toujours qui voulaient propager leur idéologie, le nazisme, et pour communiquer avec les pays qui étaient leurs alliés, ou communiquer au niveau de l'armée allemande, ils voulaient garder secret leur communication. Aussi, ce qui se passait à ce moment-là, il y avait un certain développement au niveau des radios, ondes radio. Donc on pouvait capter les ondes radio, et si on captait les ondes radio, c'est-à-dire que les ondes radio, ça sera les messages qui sont échangés entre les pays alliés à l'Allemagne ou bien entre l'armée allemande. Donc on aurait les pays par exemple comme l'Angleterre et les États-Unis pouvaient donc intercepter les messages que s'échangeaient les Allemands, et ces messages-là étaient des messages très très confidentiels. Donc c'était des messages qui portaient sur la localisation des navires, sur la position des armées, sur les moments d'attaque, etc. Donc c'était des messages assez confidentiels. Donc les Allemands ont tenu à ce que leur message soit chiffré, soit confidentiel. Donc ils ont pensé à crypter leur message. Et s'ils commençaient à crypter en utilisant le stylo et le papier, ça deviendrait assez long et ça pourrait pas être
gérée par tout un pays. C'est-à-dire que ça sera difficile à réaliser. Donc qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ils ont pensé à réaliser une machine à rotor. Une machine qui va leur permettre d'automatiser leur chiffrement. Ils ont inventé une machine qui s'appelle Enigma. Donc Enigma est une machine et une des machines à rotor les plus célèbres au monde. C'est une machine allemande qui ressemble, comme vous le voyez, à une machine à écrire. Vous avez ici, vous pouvez taper les messages, etc. Donc a priori, ça ressemble à une machine à écrire. Elle fut inventée par Arthur Scherbius, donc c'est ça son nom. C'est un ingénieur en électricité allemand. Il a inventé cette machine. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet d'automatiser les processus de chiffrement et de déchiffrement par substitution. Donc c'est le chiffrement de Wigner. Elle fut utilisée par l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale, donc de 1939 à 1945. Et comme j'ai dit, ça ressemble à une machine à écrire. Donc cette machine-là, elle était utilisée par l'armée allemande. Et la Pologne, avant la Seconde Guerre mondiale, a toujours essayé de la casser. Donc néanmoins, elle n'est pas parvenue. La Pologne n'est pas parvenue à la casser. Et quand la Pologne a été attaquée, elle a donné les machines Enigma au Royaume-Uni, aux Anglais, parce que les Anglais étaient les alliés de la Pologne. Donc c'est à ce moment-là que l'Angleterre s'est intéressée à casser la machine Enigma. Mais avant ça, on va voir d'abord les composants. Donc comme vous le voyez, elle est constituée d'un clavier, c'est comme vous le voyez ici. Le clavier, il est composé de 26 touches. Donc au niveau de chaque touche correspond à une lettre de l'alphabet. Et il permet au cryptographe de saisir le message en clair à chiffrer. C'est-à-dire que si je veux taper un message, je le tape au niveau de ce clavier-là. Elle est aussi composée ce qu'on appelle un panneau lumineux. Il est ici. Vous le voyez là. Donc ce panneau lumineux, ça ressemble au clavier, sauf que chaque touche correspond à une lampe. Et si vous tapez par exemple une lettre que vous voulez chiffrer, le message chiffré va s'afficher ici. La lettre correspondante au message à la lettre en clair, elle va s'allumer. Par exemple, si je tape R et F s'allume, donc on dira que le chiffré de R, c'est F suivant la machine Enigma. Elle est aussi composée d'interrupteurs. Un interrupteur, c'est une des touches du clavier, donc elle est composée de 26 interrupteurs qui permettent de réaliser le passage du courant entre le clavier et le tableau de connexion. Le tableau de connexion, il est ici. Donc si j'appuie sur une lettre, j'aurai cet interrupteur fermé, donc j'aurai un passage d'un courant électrique au niveau de la machine. Le tableau de connexion qui est là, pardon, on va passer au rotor, comme on l'a vu précédemment. Donc a priori cette machine Enigma elle est composée de 3 rotors. Un rotor, c'est un dispositif qui permet de changer une lettre en une autre lettre. Donc je ne vais pas aussi rentrer dans les détails, mais une des caractéristiques du rotor, c'est que à chaque fois que je tape une lettre, il va bouger. Et s'il bouge, ça veut dire que la prochaine lettre, elle sera chiffrée d'une autre manière. Si par exemple je chiffre V, si je tape sur V, ça me donne la lettre G correspondante. Qu'est-ce qui va se passer? Mon rotor, il va tourner. Si je retape une seconde fois sur V, ça va me donner une autre lettre. Pourquoi? Parce que mon rotor a tourné, donc la correspondance, elle n'est plus la même. Donc F ne correspond plus à V. Voilà, à V. Donc il correspond par exemple à une autre lettre. Donc c'est là où réside la force d'Enigma. C'est-à-dire que cette correspondance-là, elle change. Donc ça se passe au niveau du premier rotor. Dès que le rotor il fait un tour, c'est-à-dire qu'il tourne 26 fois, puisqu'il est constitué de 26 lettres, c'est le second rotor qui bouge d'un cran. Et si le deuxième rotor il bouge de 26 crans, c'est le troisième rotor qui va bouger d'un cran, etc. Néanmoins, certaines machines Enigma elles étaient composées de plus de 3 rotors. Il y avait certaines qui étaient composées de 4, de 5. Donc plus il y a de rotors, et plus la machine elle est sécurisée. Donc parmi les machines les plus difficiles à casser étaient les machines qui possédaient 5 rotors. On a, comme j'ai dit avant, le tableau de connexion, il est ici. Donc il permet de transformer une lettre en entrée en une autre lettre de manière automatique.
le tableau de connexion, il est fait pour rendre difficile le cassage. C'est-à-dire que si je tape N, par exemple, et si je mets en correspondance N avec R, donc j'aurai la lettre utilisée au niveau de la machine, la lettre R. Néanmoins, j'ai tapé la lettre N. Donc ça permet de changer quelques lettres. Au niveau d'Enigma, on a uniquement 6 fiches, comme les volets et là, et chaque fiche, elle peut correspondre 2 lettres. Donc, c'est-à-dire que j'ai 12 lettres que je peux interchanger. Et ce changement-là, il va permettre de rendre le cassage plus difficile. Donc voici les composants d'une machine standard Enigma. Maintenant, on va voir comment elle fonctionne. Pour chiffrer un message, on tape une lettre à chiffrer au niveau du clavier. Il y aura une lettre du panneau lumineux qui va s'allumer, ça sera la lettre chiffrée, ça sera la lettre cryptée si on veut. On a le rotor qui est le plus à droite, il va avancer d'un cran à chaque fois que je tape une lettre. Et à chaque fois que je tape 26 fois la lettre, c'est-à-dire que quand ce rotor il va faire un tour, ça sera le second rotor qui va avancer. Et pour que le troisième rotor avance, il faudra que j'avance 26 à la puissance 2 fois, pour que le troisième rotor avance uniquement d'un cran. Comme j'ai dit, certaines énigmes avaient 3, 4 ou bien 5 rotors. Celle qui avait 5 rotors, c'était l'énigme navale. Donc les Allemands, ce qu'ils ont fait, ils ont mis à disposition plusieurs types d'énigmes pour rendre le cassage plus difficile. C'est-à-dire que si je casse l'énigme aérienne, c'est-à-dire que ce sera les échanges uniquement concernant les avions, je ne pourrai pas casser tout le système. Je pourrais casser uniquement l'aérien, mais le naval va rester protégé. Le terrestre, ils ont divisé différentes machines Enigma pour différents secteurs, pour rendre le cassage complet plus difficile. Donc les cryptographes en Angleterre, ils ont commencé par casser les machines Enigma qui avaient 3 rotors, parce qu'elles étaient plus faciles. 5 rotors, c'était plus difficile. Chaque rotor en plus accroîtrait le nombre de clés d'un facteur de 26, c'est-à-dire que j'aurai 26 fois plus à la puissance de possibilités. Donc plus j'ajoute un rotor, plus j'ai énormément de possibilités de clés. Le tableau de connexion, on a dit qu'il permet d'échanger 12 lettres via 6 fils. Donc tout ça, c'est-à-dire le nombre de rotors, l'ordre des rotors, c'est-à-dire que des fois, je me dis que c'est ça le premier qui va tourner. Or, je peux programmer le premier rotor qui tourne, ça sera le deuxième, puis le premier, puis le troisième. Donc, je peux changer l'ordre. Donc, si je change l'ordre, j'aurai encore plus de possibilités. Et je change la position initiale des rotors. C'est-à-dire que je mets par exemple première position J, H, M, F. Je peux mettre d'autres positions. Donc, tout ça, donc le nombre, l'ordre et la position des rotors, plus le branchement des connexions au niveau du tableau de connexion, augmente de manière considérable le nombre de possibilités. Donc les possibilités augmentent en utilisant tous ces facteurs. Aussi, ce qui est bien concernant la machine Enigma, c'est que même si vous avez en possession une machine Enigma, donc même si l'Angleterre avait en possession la machine des Allemands, elle ne pouvait pas déchiffrer les messages à moins qu'elle ait les configurations d'Enigma. C'est-à-dire qu'elle doit avoir l'ordre des rotors, elle doit les connaître, elle doit connaître la position des rotors, elle doit connaître les branchements pour pouvoir déchiffrer les messages qu'elle intercepte. Pourquoi ? Parce que si on change ces paramètres-là, j'aurai d'autres messages chiffrés au lieu des premiers. C'est-à-dire que chaque configuration d'Enigma, elle permet d'avoir des messages chiffrés différents. Si je change par exemple une seule position, si je change uniquement un seul ordre, si je change uniquement un seul branchement, j'aurai une nouvelle manière de chiffrer. Donc c'est là où résidait la sécurité d'Enigma. C'est que même si vous possédez la machine, vous ne pouvez pas déchiffrer à moins que vous ayez les réglages. Et ce que faisaient les Allemands, ils changeaient les réglages toutes les 24 heures à minuit. Toutes les 24 heures, ils changeaient ces paramètres-là, l'ordre, la position, le branchement, etc. Ils les changeaient. Pourquoi ? Même s'il y a des personnes qui essayent de casser la machine,
c'est-à-dire qu'ils essaient de retrouver le réglage. Si on laisse les mêmes réglages tout au long de la guerre, ils vont parvenir par trouver les réglages. Pourquoi? Parce qu'ils ne changent pas. Mais si je les change tous les jours, c'est-à-dire que tous les calculs qu'ils font pendant la journée, ils ne vont servir à rien le lendemain. Il faudra recommencer à zéro. Donc voilà pourquoi la machine Enigma était considérée à cette époque-là comme inviolable, incassable. Ce qu'a fait le gouvernement le gouvernement britannique, ils ont essayé de trouver un moyen de la casser. Donc ils ont recruté une certaine équipe composée de mathématiciens, composée de linguistes. Donc l'armée allemande, elle pensait que casser Enigma veut dire connaître la langue allemande, parce que les messages déjà que chiffraient les Allemands étaient en allemand. Donc l'armée pensait qu'il fallait être bon en allemand pour pouvoir déchiffrer. Elle a même fait recours à des littéraires. Elle a fait recours à des littéraires plus qu'à des mathématiciens. Mais l'armée se trompait. Pourquoi? Parce que casser cette machine revenait à résoudre un problème ou bien un casse-tête mathématique. Donc, parmi les mathématiciens qu'elle a recrutés, on a le fameux Alan Turing. Donc, c'est ce mathématicien-là qui a pu casser Enigma. Alan Turing, c'est un mathématicien et un cryptanalyste britannique qui est parvenu à casser Enigma. Donc, il était à Cambridge. Il était professeur de mathématiques à Cambridge. Plus tard, il s'est intéressé à la cryptographie et à la cryptologie en général. Mais son domaine était beaucoup plus sur la décidabilité et le fait de concevoir des machines qui peuvent remplacer l'être humain. Donc il s'intéressait aussi à ce qu'on appelle à l'intelligence artificielle. Donc ça n'existait pas à son époque, mais il s'intéressait. Son objectif était de fabriquer une machine qui pouvait résoudre tous les problèmes et qui pouvait décider elle-même. Donc on peut dire que Alan Turing, c'est le père de l'ordinateur. Pourquoi? Parce que c'est le premier qui a pensé qu'une machine peut décider si on la programme bien. Donc on peut la programmer, la reprogrammer, etc. Alan Turing a permis aux Britanniques de casser la machine Enigma. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a construit une autre machine. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit qu'on ne peut pas battre une machine par des cerveaux êtres humains. Il faudra une machine qui puisse battre une autre machine. Cette machine s'appelait la bombe de Turing, comme vous le voyez dans l'image. Là, c'est lui. Voilà la machine qu'a inventée Alan Turing pour pouvoir casser Enigma. Et cette machine-là, elle permet de rechercher la configuration des rotors de la machine Enigma du jour. Donc ce qu'il faisait, il a inventé au niveau de Bletchley. Bletchley Park, c'était là où c'était si on veut, une industrie du chiffrement, etc. Donc là-bas, il y avait certaines personnes qui interceptaient les messages. Donc on avait tous les messages du jour chiffrés. On avait l'équipe d'Alan Turing, composée de mathématiciens, de linguistes, de probabilistes, etc. Et au niveau de Bletchley, il a construit cette machine. Et il a vite compris que même si on possède Enigma, on ne peut pas casser le chiffre, à moins qu'on ait les configurations du jour. Donc il a conçu cette machine qui permet de retrouver les configurations du jour, c'est-à-dire la position des rotors, l'ordre des rotors, les branchements au niveau du tableau de connexion, etc. Donc cette machine-là, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle testait toutes les possibilités, et dès qu'elle s'arrêtait, par exemple là, elle donnait les configurations que Turing pouvait noter et les essayer au niveau de la machine Enigma. Si on remet les mêmes messages chiffrés au niveau d'Enigma en utilisant les configurations que la bombe de Turing retrouve, on pourra retrouver les messages en clair en allemand. Donc c'était ça le principe. Donc quand Alan Turing a pu casser le chiffrement d'Enigma, donc la Grande-Bretagne était
en mesure d'avoir tous les messages allemands en clair. Donc elle pouvait savoir toutes les attaques qui pouvaient être faites, toutes les localisations des navires, etc. Donc ça a permis d'écourter la Seconde Guerre mondiale de 2 années au minimum. Et elle a permis aussi de sauver plus de 14 millions de vies, ce qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai que ce n'est qu'une estimation, mais l'invention d'Alan Turing, elle a vraiment permis d'écourter la guerre. Et ce qui s'est passé, c'est que même après l'invention, c'est toujours resté secret le fait que Enigma était cassé. L'armée britannique ne savait pas qu'Enigma était cassé. Même les hauts fonctionnaires du gouvernement. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Ils essayaient de limiter le nombre de dégâts, d'attaquer au moment propice. Si on commençait à attaquer chaque attaque surprise par exemple, les Allemands vont se rendre compte que Enigma était cassé. Pourquoi? Parce que si par exemple il y avait uniquement quelques personnes qui connaissaient qu'une attaque allait se faire, qui savaient qu'une attaque allait se faire, et si par miracle il y a un navire qui surgit et qui permet de sauver des vies ou bien d'affronter l'ennemi, eh bien l'Allemagne saura rapidement qu'Enigma a été cassé. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de mettre au point les attaques minimum pour gagner la guerre. Et c'est ce qui s'est passé. Et après, les travaux d'Alan Turing ont inspiré des générations de recherches sur ce que les scientifiques appelaient les machines de Turing. Donc, on a essayé de développer l'idée d'Alan Turing concernant la décidabilité et l'algorithmique en général. Donc, ils ont créé les machines de Turing. Et les machines de Turing sont, bien évidemment, les ancêtres des ordinateurs. C'est pourquoi j'ai dit qu'Alan Turing, c'est le père de l'informatique moderne. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous intéresser à cette partie de l'histoire et de regarder ce film-là. Il s'appelle Le jeu de l'imitation. C'est un film biographique qui retrace la vie d'Alan Turing durant la Seconde Guerre mondiale. Il a été réalisé en 2014, donc c'est un film assez agréable à regarder. Et je vous demande aussi de répondre aux questions suivantes. Donc, quels critères intéressaient Alan Turing lors du recrutement du personnel de son équipe de cryptanalyse? Quelle fut la durée maximale de l'examen de recrutement? Quelle est la propriété du chiffrement d'Enigma qui a permis à l'équipe d'Alan Turing de la casser? Parmi les membres de l'équipe d'Alan Turing, qui fut l'espion soviétique, quelle clé avait-il utilisé pour chiffrer les communications qu'il envoyait à Staline? Comment Alan Turing et son équipe sont parvenus à casser Enigma? Quels sont les 2 mots utilisés dans ce cas? Et dernière question, quel est le premier message allemand crypté et décrypté par la machine de Turing? Donc je vous demande de répondre à ces questions et de me les envoyer par email. Voilà.